Et ce matin, pour cette première conférence plénière, je suis très heureux d'avoir avec moi Philippe Darmaillan, qui est le président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, récent président. Vous avez été élu il y a à peine un mois. Vous vous remettez doucement de votre campagne. Maintenant, comme vous le disiez à l'instant, vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous êtes ancien président de l'Alliance Industrie du Futur, qui est un des piliers de cette notion d'industrie du futur. On va en parler beaucoup ce matin. Et puis vous êtes également président d'ArcelorMittal France, et vous nous ferez bénéficier bien sûr de votre expertise autour de l'historique de cette notion d'industrie du futur et puis de ses développements, et de répéter un message aux chefs d'entreprise qui sont avec nous dans cette salle, de ne pas craindre cette notion, que c'est important de se lancer là-dedans, de se lancer avec les bons outils, et il y en a qui existent, et on est là aussi pour vous les faire partager, vous les faire connaître. Vincent Jonot, vice-président de Siemens France et président de la commission industrie du GIMELEC, le groupement des industries de l'équipement électrique. Vous êtes un vrai fan de la Normandie et ça fait plaisir. Et vous nous parlerez aussi de votre expérience, et vous êtes venu aussi pour vendre cette notion d'industrie du futur et rassurer aussi les chefs d'entreprise. Philippe Darmaillan, j'ai envie de commencer avec vous. On peut résumer brièvement, parce que c'est vrai que je disais que c'est une notion très récente. C'est, je crois, Emmanuel Macron en fait qui dit qu'il faut qu'on se lance là-dedans quand il est ministre. Il n'a pas encore été élu à l'Élysée, et il faut trouver quelque chose pour relancer l'industrie française, notamment à l'export. C'est un peu ça le début de l'histoire ? Oui, c'est une rencontre entre les politiques, et notamment Emmanuel Macron, et puis les industriels, entre les grandes écoles et entre les centres de recherche, sur le fait que l'on a réalisé que le numérique allait changer la donne de nos industries de façon importante. On est tiré par les consommateurs, et tout ce qu'on appelle le B2C, le business to consumer, a montré l'exemple, hein, c'est-à-dire que tout le monde utilise maintenant le numérique dans sa vie quotidienne, et on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre les industries qui vendent aux industriels et puis ce mouvement. Et on a perçu qu'il y avait un danger important qu'on appelle disruption, un danger important à ce qu'on s'écarte de la vraie volonté des consommateurs. Et puis est arrivée l'idée que le numérique offre un potentiel bien plus important que la robotique, et qu'on était en retard en France sur la robotique, et que, à force d'être en retard, on risquait vraiment de plus pouvoir rattraper ce retard. Oui, de toute façon, l'industrie représente 12% du PIB aujourd'hui, contre 16% il n'y a pas si longtemps. Donc on est en décroissance, et donc il y avait une urgence. Et ce qu'on a voulu, c'est tirer par la transformation du numérique, en disant, si les entreprises comprennent et les entrepreneurs comprennent ce qui se passe, ils vont non pas craindre une perte de leur marché, mais ils vont trouver des opportunités, ils vont trouver une capacité d'améliorer leur processus, en une meilleure connexion entre l'ingénierie et la fabrication, par exemple, entre le design et puis de leurs produits et puis la fabrication. Ils vont avoir des possibilités d'économie de coûts, de fonds de roulement, etc. Et donc voilà, c'est une voie importante pour redéployer l'industrie. Et donc, on fait du militantisme pour effectivement, et c'est fondamental, expliquer que ce n'est pas une affaire de grande entreprise, que c'est une affaire de PME et de TI. C'est une affaire de corriger la maladie française de PME qui restent PME et qui ne grossissent pas. Et donc c'est un mouvement global qu'on a cherché à faire et qui est assez enthousiasmant. Donc historiquement, ça date d'il y a 3 ans, 2014, donc un peu plus de 3 ans, 4 ans. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre phase. J'allais dire qu'on est en train de passer d'une phase de pionnier qu'on a vécue depuis 2014 à une phase de déploiement, et dans lequel il faut vraiment que chaque entreprise intègre ça. Donc ce déploiement, on va sûrement en parler, mais c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui, c'est de convaincre chaque chef d'entreprise qu'il n'a pas le choix. Il faut y aller, réfléchir en quoi son business model va changer, sa filière va changer. Il y a beaucoup de filières en Normandie qui travaillent très activement.
On a un panel de secteurs d'activité qui est assez exceptionnel ici dans la région, et la fusion, il y a 2 ans maintenant, n'a fait que renforcer ça, quoi, hein. On est vraiment représenté dans des niches d'activité très variées. Et l'industrie du futur dans l'alimentaire, c'est différent que l'industrie du futur dans l'auto. Et donc il faut bien que les gens de l'alimentaire perçoivent les enjeux qu'ils ont en traçabilité produit, en nouvelles technologies sur la fermentation, sur le froid, qui va être différent des grands enjeux de l'automobile, qui vont être la révolution des usages. On a une vision avec l'automobile qui est différente de ce qu'elle était dans le temps, et ça impulse énormément de changements dans ce que j'appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut tirer dans tout ce business de l'argent et de la différenciation de nos produits. Donc il faut que chaque chef d'entreprise, chaque PME intègre bien qu'elle n'est pas simplement un sous-traitant d'un grand groupe, mais qu'elle a une capacité d'être une start-up technologique qui va pouvoir capter de la valeur et capter de la croissance pour devenir une ETI. Vincent Genot, comment on peut faire passer ce message parce que il y a une notion théorique, on est un peu au-dessus, on se dit oui, il faut y aller, et puis après, il faut redescendre dans les régions, il faut aller dans le local. Comment est-ce qu'on peut faire passer cette notion-là, vraiment, localement et régionalement ? Alors, effectivement, Philippe l'évoquait, 12% du PIB, ouais. C'est quand même assez catastrophique. On est dans les plus mauvais... Ça part de loin, c'est sûr. On part de très loin. Déjà à 18% à l'époque, on était dans la mauvaise moyenne. À 12%, on est vraiment dans les mauvais élèves. Et l'industrie, c'est quand même une démarche mondiale. Donc à un moment donné, effectivement, la grosse différence, ce n'est pas nos grosses entreprises. Les Renault, les Peugeot, les Total, c'est des sociétés merveilleuses qui savent aller sur le 4.0, qui savent aller vers la digitalisation, qui sont mondialisés et qui sont compétitifs. En revanche, ce qui nous différencie de nos confrères européens ou mondiaux, c'est ces PME et ETI, et c'est ce manque de TI au niveau industriel. Alors effectivement, il y a déjà un problème de trésorerie. Donc la fiscalité est un élément important, la reconstitution des marges. Derrière, effectivement, faire le pas vers le 4.0, ça nécessite de la compétence. Une compétence un peu différente de celle que les industriels ont aujourd'hui, surtout les PME. Et là, effectivement, il faut trouver et mettre à disposition de ces entreprises des personnes formées, donc formation initiale, formation continue, attractivité de l'industrie, donc attractivité des métiers, ça c'est vraiment des points importants. Et puis effectivement, basculer sur l'aspect 4.0, ça nécessite quelques investissements. Ce n'est pas des investissements énormes. À un moment donné, avoir de la data, exploiter cette data qui peut vraiment amener de la productivité à l'entreprise, c'est un ROI qui peut être de moins d'1 an, qui est souvent de moins d'1 an, mais il faut faire le pas. Et ce pas-là, effectivement, il y a l'aspect financier. Et ça, c'est un des points avec l'AIF, avec Philippe, avec les régions, et en particulier la région Normandie, qui nous ont incités à lancer le Pass Industrie du Futur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un industriel a un projet 4.0, il va aller sur le site Industrie du Futur, il va pouvoir monter son dossier, le soumettre à la structure AIF, Gimelec, CIMOP, et derrière, on va les aider à monter le dossier financier, parce que souvent, c'est un calvaire, un dossier financier, c'est assez conséquent à monter. Donc, on l'aide financièrement à monter son dossier. Derrière, on l'aide à rentrer ses aides et à investir dans le numérique. Et le premier pas est fait, et après, naturellement, la suite va suivre. Donc, effectivement, il y a un bel outil qui s'appelle maintenant le Pass Industrie du Futur. La région Normandie est une région pilote là-dessus. Il y a une jolie petite brochure, je vais en faire la publicité. Il y en a partout dans le salon. Hein. Alors, ils ont été largement distribués, vous pouvez les trouver dans les stands, il n'y a pas de problème. Et ça permet finalement au chef d'entreprise de se concentrer sur quoi? Sur la technologie, sur son business, sur ses produits, et tout l'aspect administratif de le déléguer. Oui. Voilà essentiellement un des points sur lesquels on va les aider. Donc effectivement, montage de dossiers financiers, accompagnement financier, attractivité des métiers, avoir des personnes à embaucher formées, et puis après, l'étape suivante, ça va être le développement à l'export. Le message qui est à faire passer auprès de ces ETI, auprès de ces PME, c'est peut-être justement de dire qu'il n'y a rien d'impossible à faire, que oui, bien sûr, ça paraît une tâche compliquée et difficile, mais vous avez mis en place justement des aides pour ça, des outils qui peuvent aider les chefs d'entreprise dans ces démarches. C'est vraiment ça l'esprit, Philippe Darmanin?
Oui, c'est ça. Vous avez, sur l'industrie du futur, vous pouvez avoir plusieurs types d'approches. Il y a des approches qui sont immédiates, donc en général, il faut que le chef d'entreprise, effectivement, évalue où est-ce qu'il veut aller. Et puis, quand l'approche est immédiate et rapide, eh bien, le process de passe industrie du futur fait que les aides sont faciles à identifier et donc pouvoir accéder rapidement à des aides. Quand c'est plus complexe, là, il faut effectivement avoir une démarche de montage de projet. Et donc là aussi, il y a un travail de facilitation pour le montage de ce dossier, qui sont souvent assez compliqués, que les chefs d'entreprise ont d'autres choses à faire. Donc on a monté ce système pour pouvoir justement aider les chefs d'entreprise à monter leur dossier d'investissement. Faut pas se laisser noyer par l'ampleur de la tâche, en fait, c'est ça. Hein. Oui, trouver les différents canaux d'aide, c'est un peu de complexité. Il n'y a rien. Bon, c'est quand même pas si complexe que ça, mais ça prend du temps de rentrer dans ces sujets-là. Et donc, pour faciliter, pour aller plus vite, pour permettre au chef d'entreprise de ne pas avoir à assurer lui-même la tâche administrative, on a effectivement essayé de décrire quel était le chemin pour une chef d'entreprise d'aller vers son projet. Soit c'est simple et ça doit être immédiat, soit c'est un peu plus complexe et il faut monter le dossier avec lui. On est en Normandie ici, et c'est une région pilote. Et il y a sans doute un exemple à suivre sur la manière dont se sont faites les choses ici depuis l'émergence de cette notion d'industrie du futur, Vincent. Oui, la région Normandie est une région qui a une très belle industrie. On retrouve effectivement des grands groupes, on retrouve énormément de PME et d'ETI. Il y a un dynamisme, et ça c'est très intéressant. Au niveau également aide aux entreprises, PME, ETI, il y a déjà des choses en place. Le but, c'était pas de se substituer à qui que ce soit, c'était vraiment d'améliorer et d'amener quelque chose de complémentaire. Et surtout, dans la démarche, ce qu'on essaie d'amener, c'est pas simplement un aspect administratif, un aspect aide pour accéder au support financier, mais c'est aussi un aspect technologique. Au niveau du Gimelex, c'est le syndicat du 4.0, c'est le syndicat de l'industrie du futur. C'est là où on a le savoir-faire, avec des adhérents comme Schneider, comme Siemens, comme Rockwell, au niveau automatisme, au niveau software. Le 4.0, c'est vraiment, je vais faire un mauvais jeu de mots, hein, notre ADN. Et sur cette partie-là, pour nous, on essaie d'amener en complément du Pass Industrie également un savoir-faire technologique. Et Philippe le disait tout au début, on n'est plus sur les slides, on n'est plus sur des proof of concept ou des proof of value, on est vraiment sur du déploiement. Les solutions digitales, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, que ce soit pour le jumeau numérique, que ce soit pour l'intelligence artificielle au niveau des données, que ce soit au niveau du MOM, du management opérationnel de la production, de la cobotique, de l'impression 3D. Ces solutions, elles sont disponibles. Et derrière, on souhaite vraiment amener ce support et dire c'est facile à mettre en œuvre. Typiquement pour un industriel qui a un site de production, je vais prendre un industriel qui n'est pas dans la région, Goodyear par exemple, ils avaient un historique de 50 données, on analyse cet historique, on le traite, et derrière on passe le TRS, le taux de disponibilité de la ligne de production, de 65% à 99%. En 3 mois, avec un investissement relativement raisonnable. Ça veut dire que le ROI est de moins d'1 an, très largement. C'est très simple à faire, les supports sont là, mais en revanche, on se retrouve après avec un écosystème un peu différent. C'est-à-dire que derrière, on s'aperçoit qu'il y a des partenaires, il y a des startups, et ça, c'est pour revenir à votre point, c'est un des points intéressants de la Normandie, c'est ce creuset de startups, où il y a une vraie compétence, il y a un vrai savoir-faire dans le digital, et l'écosystème dans le digital est vraiment indispensable pour la mise en œuvre. Et de dire aussi, vous le disiez tout à l'heure, Philippe Darmagnan, il n'y a pas le choix, en fait. On ne peut pas laisser passer le train, quoi. Il faut monter dedans et il faut s'y mettre, quoi. On ne peut pas dire, bon, on va laisser le truc se faire et puis on verra après comment ça fonctionne. Il faut y aller maintenant et on n'a pas vraiment le choix, quoi. L'industrie bouge, il y a quand même 2 révolutions que l'on a et qui expliquent qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est que tous nos clients, ils veulent une consommation plus responsable, ils veulent du circulaire, ils veulent des produits qui sont dans le concept de l'économie verte. Donc ça veut dire que nos produits sont en train de changer. Et ensuite, la façon de faire
avec le digital, va changer de façon profonde. Et le digital permet énormément de choses. Il permet effectivement soit d'améliorer l'utilisation des équipements, il permet aussi de faire des produits qui sont différents. Et donc, moi, je crois qu'effectivement, c'est là-dessus que nous militons et que c'est ça que nous portons, c'est de dire, attention, l'immobilité va se traduire par des conséquences négatives. Donc, il faut bouger avec l'air du temps, c'est tout à fait fondamental. On nous dit souvent après, attention, mais nos gars ont des compétences, nos gars ne sont pas capables de bouger et de comprendre. C'est faux. D'abord, dans notre vie courante, tout le monde a bougé, tout le monde sait servir maintenant des outils modernes, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça dans les entreprises. Et ensuite, le digital donne à la fois une certaine complexité, un changement au métier, mais aussi le digital permet d'aider. Il y a énormément d'outils, on voit dans toutes les solutions qu'on va voir dans le salon, là, énormément de solutions qui permettent d'aider un opérateur sur la sécurité, sur le contrôle de produits, sur la maintenance des équipements. Et donc, il y a d'une certaine façon, le digital apporte aussi une simplicité dans l'exploitation de nos usines. Donc, il ne faut pas se dire que ça va complexifier tout, c'est faux. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça change. Et donc, il faut être curieux, aller voir ce qu'il y a, et puis essayer de trouver soit les choses relativement basiques qui permettent de faciliter l'exploitation de nos usines, soit des choses plus compliquées qui permettent de trouver une idée pour faire évoluer son chiffre d'affaires et ses produits. Ça facilite à la fois pour la technique, le mécanique, j'allais dire, pour la machinerie, on va dire entre guillemets, et puis pour l'humain aussi. Il y a deux aspects. On est un petit peu dans la conférence de tout à l'heure en fin d'après-midi, mais on peut commencer à l'aborder. Ces deux aspects qui sont complémentaires, importants et indissociables en fait. Oui, tout à fait. On parlait du jumeau numérique. C'est vrai qu'il y a le jumeau numérique du produit, il y a le jumeau numérique de la machine. Et il y a le jumeau numérique de la ligne de production. Au niveau de la ligne de production, clairement, la pénibilité au travail, c'est quelque chose qu'on sait gérer, qu'on peut simuler. Donc optimiser un poste de travail pour un opérateur, c'est quelque chose qu'on simule, qu'on optimise, qu'on peut optimiser en permanence également. On peut éviter tous les défauts de manipulation. Le 4.0, ça n'est pas simplement de la technologie, du software, c'est également effectivement de l'humain derrière. Dans le mode d'utilisation, on est également sur une utilisation beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. En revanche, en amont, la technologie peut être un petit peu plus complexe et nécessite pas forcément plus complexe, mais nécessite des compétences différentes. Mais néanmoins, les résultats sont vraiment majeurs. Alors, effectivement aussi, pour revenir sur un petit point sur la Normandie, ce que j'aime beaucoup sur la Normandie, c'est... On a compris ça, vous aimez bien la Normandie. C'est l'écosystème de constructeurs de machines. Et effectivement, dans l'industrie, on a les constructeurs de machines et les sites de production. Aujourd'hui, Philippe l'évoquait, carence en robots, machines vieillissantes qui ont plus de 20 ans d'âge. Clairement, là, avec la data intelligence, on arrive vraiment à optimiser la ligne de production, on arrive à connecter très rapidement les machines récentes, à connecter avec un léger rétrofit les machines qui ont une moyenne d'âge de 5 à 10 ans, et les machines qui ont plus de 20 ans, on va quand même les connecter de manière plus light, et on va optimiser les pannes. Et donc optimiser très rapidement le TRS. Mais la machine, c'est l'élément clé, c'est-à-dire que si on aide un industriel à un moment donné à investir dans une machine, parce qu'elle a plus de 20 ans d'âge, ce qui est important aussi, c'est qu'il trouve des constructeurs de machines français. Et là, on va rentrer dans un cercle vertueux. Et ça, c'est le rôle qu'on a eu avec Philippe et qu'on essaie de continuer, c'est de pousser l'offre française des constructeurs de machines. Un constructeur de machines, s'il va sur le jumeau numérique, c'est sa capacité, par exemple, à produire une machine non plus en 8 semaines, mais en 2 semaines. Ça, c'est ce qu'on sait faire. On ne parle plus de marge avec un client quand on vend sa machine. On parle de délai de livraison. Derrière, on parle de pénibilité. La machine, on a son double virtuel, c'est la réalité. Aujourd'hui, on envoie la machine en Chine, par exemple. Pendant le transport, on peut former les équipes sur le jumeau numérique de la machine. Tout ça, effectivement, c'est des éléments qui amènent de la souplesse, qui diminuent la pénibilité, qui améliorent l'humain.
Et surtout, effectivement, au niveau du tissu industriel, pour moi en Normandie, ce qui est important, c'est qu'on arrive très vite à faire monter les constructeurs de machines sur le jumeau numérique pour qu'on ait une offre française de constructeurs de machines. Dans la majorité des cas, aujourd'hui, quand un industriel renouvelle une machine, on parle beaucoup de robots, mais en fait, dans une ligne de production, il y a énormément de machines. Ces machines, ils les achètent hors de France. Il faut trouver ça en France, et c'est ça qui fait la différence entre le faible tissu de TI français et le fort niveau de TI hors de France. C'est encore un chantier à creuser, ça. Donc. En fait, dans le 4.0, il y a deux axes. Il faut forcer très vite sur les constructeurs de machines pour les aider à aller sur le jumeau numérique et sur le 4.0. En parallèle, sur la partie data intelligence, on aide les sites de production à optimiser leur flux de production, à monter en rentabilité, à monter en productivité. Et à partir de là, ces machines qui ont plus de 20 ans d'âge, ils vont pouvoir les optimiser, mais surtout les changer à un bon moment, au moment où effectivement, ils le feront sur des critères objectifs. Et là, il faut qu'ils trouvent une offre française en jumeau numérique, et sur cette ligne de production, il va rajouter une machine, deux machines, trois machines avec leur jumeau numérique, et on va se retrouver avec un site de production jumeau numérique. Il y a un aspect que vous abordiez aussi à l'instant, rapidement, c'est l'aspect de la formation des équipes, qui est évidemment pas à négliger. Philippe Darmagnan, vous voulez intervenir là-dessus ? Alors concrètement, je pense que les chefs d'entreprise, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a d'abord la curiosité. Ce type de salon, initié par la région, est fondamental. Donc en circulant, vous allez trouver des idées sur des choses qui s'appliquent à vous. Vous allez trouver, enfin, moi je suis président de l'UMM, donc je suis allé sur le centre de l'UMM ce matin, et j'ai vu qu'effectivement, l'UMM dispense, donne des soutiens financiers, d'audit et de compétences pour faire des premières analyses, des premiers audits sur la situation des entreprises. Donc voilà un exemple très concret. Mais je vais retourner dans le salon tout à l'heure et je suis persuadé que je vais trouver sur la vie du réseau des tas d'autres idées que l'on peut avoir. Le deuxième point pour aller de l'avant concrètement, c'est effectivement, avant d'aller sur la formation, c'est demander de l'aide. Il y a des consultants qui sont aujourd'hui assez expérimentés, qui tournent dans toutes les entreprises et qui peuvent vous apporter une vue externe de votre situation, soit sur l'état de votre outil de production, l'organisation de l'outil de production, le lien entre les compétences que vous avez et l'outil de production. Et donc, je pense qu'il faut oser aller chercher ces regards extérieurs. Et puis le troisième point, on a mis dans le cadre de... Donc l'industrie du futur est intégrée dans un mouvement plus vaste qu'on appelle la French Fab. Et dans le cadre de la French Fab, on a fait des accélérateurs. Et donc il y a une possibilité de se faire suivre des séances qu'on appelle d'accélération, mais qui sont des séances d'accélération pour les chefs d'entreprise qui leur permettent sur plusieurs sessions de réfléchir à la stratégie de leur entreprise dans l'environnement aujourd'hui. Donc, il nous paraît essentiel qu'en termes de formation, la première des formations, c'est celle du chef d'entreprise qu'il faut faire, car toute cette transformation des entreprises passe par une volonté des chefs d'entreprise. Cette transformation demande en général beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, et donc il est très important que le chef d'entreprise ne soit pas seul sur sa démarche, mais qu'il puisse la partager avec des collègues qui ont le même type de transformation. Et donc c'est ça qu'on fait dans ces accélérateurs où on met en général 15 à 20 chefs d'entreprise ensemble sur plusieurs sessions, pour avancer ensemble, comprendre les évolutions du contexte, de l'économie, de la société, et voir comment est-ce que chacun peut imaginer sa stratégie demain. Vincent Genot, c'est ce que vous ressentez chez beaucoup de chefs d'entreprise, ça, je ne veux pas dire aussi une crainte devant l'ampleur de la tâche, quoi. Ils se sentent un peu seuls et il y a tellement d'outils qu'il faut leur faire comprendre que oui, il y a des outils et qui peuvent être aidés. C'est clair. L'exemple du pass industrie est intéressant parce qu'à un moment donné, la majorité des PME, PMI, ETI industriels avaient jeté l'éponge. À un moment donné, demander une aide, c'était trop compliqué. Ça n'arrivait jamais, c'était du boulot. Derrière l'attractivité de l'industrie, jusqu'à présent, l'industrie, l'image, elle est un truc qui fume, plein de graisse. J'exagère un peu. Non, aujourd'hui, avec le 4.0, l'industrie, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'industrie
on a du jumeau numérique, on a de la réalité virtuelle, on a de l'intelligence artificielle. Pour un jeune informaticien qui sort de l'école, c'est largement plus attractif, si on sait bien le vendre, que l'assurance ou la banque. Et c'est ça qu'il va falloir arriver à démontrer. Et derrière, pour le chef d'entreprise, il va falloir effectivement qu'il arrive à faire monter certaines personnes dans son entreprise vers ce côté digital pour monter le projet. C'est des projets assez simples. Ou alors recruter la bonne personne. Et c'est là où effectivement on a notre rôle à jouer avec l'UIMM, l'AIF, le GIMELEC, le CIMOP. C'est l'attractivité des métiers, la formation initiale, la formation continue. Sur la formation initiale, effectivement, ce que nous avons prévu au GIMELEC, c'est de mettre tous nos logiciels 4.0 en freeware. C'est environ 1 milliard d'euros de licences achetées par l'éducation nationale et par l'enseignement supérieur. On va travailler avec l'UIMM avec plaisir, avec bien sûr l'AIF. Et ça va permettre effectivement, de montrer aux jeunes que l'industrie, c'est quand même très sexy, qu'on y prend plaisir, que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Derrière, je parlais aussi d'écosystème, mais ça draine cet écosystème. Je vous coupe 2 secondes, on reviendra après. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un potentiel d'1 milliard en fait, de coûts et que vous mettez ça en freeware. Totalement, oui. Chapeau, pour l'instant, soyons clairs, on l'a décidé, on ne l'a pas encore fait. Et c'est là où effectivement l'UIMM, l'AIF sont des moyens et des organisations exceptionnelles pour pouvoir le déployer. Nous, on a la technologie, on a les licences, on a les softwares, on a le matériel. La partie software, on est vraiment prêt à la mettre en freeware, et ça, c'est le GIMELEC qui en a pris cette décision. Donc le déployer va être assez simple. Mais effectivement, il y a tout un accompagnement à mettre en place. Mais une fois qu'un jeune il aura accès à ces logiciels dans sa formation et qu'il verra que ça débouche sur des emplois industriels passionnants, il sera très heureux de se tourner vers les PME, vers les ETI industriels et vers les startups ou vers les grands groupes. Et là, on aura beaucoup moins de problèmes effectivement de recrutement dans l'industrie. Vous avez pas mal travaillé sur la mise en place de ce dont parlait Philippe à l'instant, le French Fab. Vous pouvez nous parler de la naissance de ça, comment c'est sorti? Là, je crois que je laisserai Philippe parler de la French Fab beaucoup mieux que moi. Non, on avait un fonctionnement de pionnier, et donc on a décidé que des membres de l'Alliance pouvaient, par 2 ou 3, prendre des projets pilotes. Et donc le GIMELEC est arrivé un jour à dire « mais attendez, ça va pas du tout, les PME sont vraiment ont l'impression d'être dans une jungle et de ne pas réussir à connaître les voies ». Et effectivement, chaque fois qu'on participait à des colloques comme celui-là, il y avait quelqu'un à la sortie, plusieurs entreprises venant et nous demandaient « mais comment on fait ?» Et donc voilà, on a cherché... D'ailleurs, vous avez passé 1 heure à discuter, à expliquer aux gens, et à la fin, ils vous disent « bon alors, comment on fait concrètement ?» Ouais, c'est ça. Et donc le GIMELEC est venu et nous a dit « bon, il faut monter ça ». Et donc voilà, ils l'ont fait. On a financé avec un certain nombre d'acteurs ce programme, et puis voilà, il est là. Et la région Normandie nous a dit « ok, banco, on y va, et on va le monter, et on va l'implanter. Et sitôt que ce sera fait, après un petit test d'expérience, on va le généraliser à d'autres régions. On est déjà en contact avec d'autres régions pour avancer sur le sujet. Avec lesquelles, on peut le dire? Centre, Aquitaine. Vous savez, toutes les régions ont toutes mis l'industrie du futur dans leur schéma économique régional. Ça, c'est un des grands succès que l'on a. C'est vraiment partagé maintenant par l'ensemble des régions. Alors après, chaque région, mais ça, on est girondin ou on ne l'est pas, chaque région a son touch. Hein. Ici, l'ADN, je crois que c'est un des exemples les plus réussis de guichet central, d'organisation bien structurée. C'est pour ça que vous étiez là pour le premier salon et que vous revenez pour le deuxième, d'ailleurs. Et voilà. Et qu'entre-temps, je suis venu aussi à d'autres occasions. Mais Xavier Bertrand est focalisé sur la formation, les compétences. Rousset, en Nouvelle-Aquitaine, est complètement focalisé sur l'usine du futur, donc sur la continuité numérique dans l'usine. Vous voyez, donc chacun a son truc. Moi, ça me va très bien. Parce que je sais qu'une entreprise qui va tirer soit sur la formation, soit sur l'usine du futur, elle va repenser à la totalité de son positionnement, et ça ne s'arrêtera pas à la donnée d'entrée qui l'a motivé pour avancer. Quand on voit le projet, on le voit dans sa globalité de toute façon. Comment les chefs d'entreprise des autres régions, on l'a abordé à l'instant, mais est-ce qu'ils regardent la Normandie du coup? Est-ce qu'on est observé quand même sur ce rôle de pilote
Est-ce que les autres voient l'évolution et se disent bon, ça c'est pas mal, ça marche, ça peut être amélioré? Il y a une observation des autres? Il y a effectivement un besoin de regarder ce qui s'est passé et ce qui se passe ailleurs, toujours la partie benchmark. Donc ce qu'on essaie de faire au niveau de l'AIF, au niveau du GIMELEC, c'est de mettre en avant les vitrines technologiques. C'est ce que Philippe a mis en place il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Philippe, on a combien de vitrines technologiques à l'AIF à peu près? On est entre les vitrines labellisées et celles qui vont l'être, on est à une 50aine aujourd'hui. Et pas seulement des grandes entreprises. On a commencé avec quelques grandes entreprises et maintenant, pratiquement deux entreprises labellisées sur 3 sont des PME, des ETI. Donc, ce n'est pas une question de taille. C'est vraiment une question de volonté de chef d'entreprise et puis d'idées. En fait, on rapproche l'industrie traditionnelle de la French Tech, de toutes ces startups qu'il y a et qui se développent et qui profitent de leur taille pour être beaucoup plus véloces, actives, inventives que les grandes structures. Donc, moi, je crois que c'est vraiment une opportunité pour les PME de trouver de la croissance. Et clairement, ces vitrines sur l'AIF sont sur le site. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a un taux de visite très intéressant de toutes les régions. Donc effectivement, c'est un moyen de partager ces success stories, et pas uniquement sur les gros groupes, mais effectivement sur les PME, ETI. Comment on peut faire alors pour devenir une vitrine? Eh bien dans ces cas-là, c'est assez simple. Vous vous tournez vers l'ADN, vers l'AIF, vers le GIMELEC, et vous avez un projet, vous le soumettez. Il y a un comité de pilotage, on valide, il y a un vote au conseil d'administration derrière, mais globalement, tous les projets aujourd'hui qui ont été présentés ont été acceptés. On a voulu avoir un vrai processus de labellisation, c'est-à-dire qu'on ne donne pas ça comme ça, quoi. Il y a donc un jury qui arrive et qui effectivement essaie à la fois d'évaluer et puis d'encourager le processus. Et bon, c'est assez rapide, c'est 1 ou 2 réunions, c'est en rien inquisitorial. Et ensuite, ça nous permet de valoriser ce qui a été fait pour montrer aux autres chefs d'entreprise quels sont les leviers qui ont été utilisés. Est-ce que c'est le levier de la compétence, de la continuité numérique? Et puis, qu'est-ce que l'entreprise a gagné? De façon à montrer que c'est concret et que ça peut bouger. Et ça concerne, encore une fois, les grandes entreprises. On a labellisé Schneider Electric au Vaudreuil il n'y a pas si longtemps, comme des entreprises beaucoup plus petites et qui, j'ai en tête une entreprise à Bourges qui fait des outils coupants et qui a petit à petit l'a travaillé sur la fiabilisation de son process et qui a gagné énormément de parts de marché, à la fois sur ses outils coupants, elle a réussi à pénétrer l'aéronautique, et puis aussi sur la capacité à conseiller ses clients sur le type d'outils qu'il faut utiliser, avec un enjeu qui était de dire, dans 5 ans, 15% de mon chiffre d'affaires sera fait sur le service, et pas seulement sur la production et la vente d'outils coupants. Donc ça montre qu'ils sont partis dans une réflexion qui leur a permis de moderniser leur outil, de gagner en part de marché, et puis d'imaginer le business model de demain. Voilà, type d'exemple, une boîte 70 millions de chiffre d'affaires, pas une multinationale, et c'est des trucs enthousiasmants quand on les voit. Il y a une notion d'exemple alors là-dedans, c'est-à-dire que, et c'est exponentiel j'imagine, plus il y a de vitrines, plus les concurrents ils regardent aussi ceux qui sont devenus vitrines, ils se disent moi aussi je veux bien, donc je fais ce qu'il faut pour y arriver. Oui, fondamental. Moi j'ai commencé ma carrière à l'époque des cercles de qualité, et j'ai souvenir que c'est par l'exemple et par le partage de l'exemple qu'on arrive à créer l'enthousiasme. Et j'ai souvenir d'avoir participé à des grands shows, notamment à Lyon, j'étais dans la région Rhône-Alpes, où ensemble, avec mes gars, on allait présenter les idées qu'on avait mises en avant pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise et la performance. Et on en ressortait tous avec une motivation très importante. Donc la valeur de l'exemple est très importante, à la fois pour celui qui est labellisé et pour les autres. Et on fait, sur les labels, on fait des cérémonies de remise de labels qui sont toujours très animées, très vivantes et dans lesquelles on est tous très heureux à la sortie, quoi.
J'imagine que c'est hyper motivant pour une entreprise, hein. Ça rebooste. Hein. Ah, c'est une belle reconnaissance. Et surtout, c'est une étape cruciale. C'est-à-dire qu'il y a une étape qui a été franchie. Et l'objectif, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'industrie du futur, c'est un moyen de récupérer le retard que la France a pris. Et pour les PME, passer en ETI, c'est quoi? C'est aller à l'export. Le 4.0, une fois qu'on arrive à ce projet vitrine, ça ouvre aussi les portes de l'export. Et là, on est sur une course à l'international pour aller à l'export, pour gagner des parts de marché. On parle des constructeurs de machines, on parlait des constructeurs de machines tout à l'heure. Un constructeur de machines, bien souvent, au niveau mondial, son ratio d'export, c'est 70%. Et ça, on n'y est pas en France. Donc, il faut absolument qu'on aide nos industriels à aller sur ces technologies 4.0 et après utiliser ce qui a été fait pour se développer à l'export, pour gagner des parts de la compétitivité et gagner des parts de marché. Et ça sera un thème régional, bien évidemment, mais c'est aussi un thème national. Aller en Chine, c'est difficile d'y aller au niveau de la région. Donc à un moment donné, il va falloir aussi qu'on arrive à se dire comment on fédère certaines ressources, comment on fédère certaines actions, le chasser en meute, on en revient encore là, pour aider nos industriels, nos PME et nos ETI à aller se développer à l'export et à rentabiliser l'investissement dans le 4.0 et à l'utiliser comme argument de vente. C'est-à-dire dépasser un peu les frontières géographiques et plutôt chasser par secteur d'activité, quoi. Absolument. Alors c'est vrai que dans certains pays, les secteurs d'activité sont des pôles géographiques. En France, on a quelques pôles géographiques, mais on a un territoire qui est 1000 km sur 1000 km, donc on a des sociétés et des compétences très éparpillées. Avec le numérique, on peut vraiment avoir des pôles de compétences regroupés. On peut y amener du 4.0 et on peut utiliser ça comme levier pour aller à l'export. Nos grosses sociétés sont un levier exceptionnel aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un Renault, un Faurecia achètent des machines françaises, montent une usine en Chine et amènent leurs constructeurs de machines avec eux en Chine, on a tout gagné. Donc il y a toute cette démarche effectivement de développement à l'export qui est un élément indispensable à la survie de l'industrie française et à la bascule en niveau de TI. Alors vous représentez tous les deux des groupes internationaux justement. Est-ce que d'abord cette notion d'industrie du futur elle existe aussi à l'étranger? Et est-ce que les autres pays commencent à nous regarder sur cette notion-là d'industrie du futur? J'ai dû dire un truc rigolo là. Ah oui, on n'a pas à craindre la comparaison. Bon, d'accord. C'est une bonne chose ça. Donc on a nos spécificités. On a notre démarche qu'on a appelée l'industrie du futur parce que on n'est pas l'Allemagne. Donc l'Allemagne, elle a beaucoup plus de TI que nous on a beaucoup plus de PME, donc on veut développer les PME. Donc on a un axe PME qui est beaucoup plus fort que nos voisins allemands. On a aussi un axe de nouvelles technologies qui est plus fort que nos voisins allemands parce que on s'est aperçu quand même qu'on a raté le passage, on a perdu beaucoup de notre industrie de machines-outils. On a raté le passage de la robotique. Il y a encore quelques fleurons en France, mais enfin, il n'y en a quand même pas des masses. Et donc, il s'agissait que sur ces technologies nouvelles, il y a une industrie française qui se crée. Donc, on a cet axe en France qui est de mettre les industriels de la fabrication additive, par exemple, autour d'une table pour traiter de tous les sujets qu'ils ont, de recherche, de compétences, de standardisation. Ça, c'est des axes proprement français. Après, il y a des constantes, que soit l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, l'Italie, avec lesquelles on travaille, dans lequel tout le monde essaie de travailler sur la standardisation, qui est une standardisation au niveau mondial, ouverte, qui permet aux utilisateurs de fonctionner, sur la cybersécurité. Donc il y a beaucoup de sujets généraux sur lesquels on échange beaucoup à l'international. Mais il y a une composante particulière du système français. Vous confirmez? À moitié. À moitié, oui. Je partage tout à fait l'avis de Philippe. On a vraiment des points forts. L'impression 3D en est une. Notre énorme point fort, c'est notre compétence software. Ça, clairement, au niveau mondial, je pense qu'on a les meilleurs ingénieurs software. On a une dynamique au niveau des startups qui est assez exceptionnelle et on en trouve énormément dans l'industrie. Il faut les utiliser, il faut les faire rentrer dans l'écosystème et dans l'entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, Philippe citait les USA, la Chine, l'Allemagne, l'Italie. Il y a une vraie course.
à la mise en place du 4.0. C'est ça qui va faire la rupture, c'est ça qui va faire la compétitivité. Certains pays vont très vite. Alors nous, c'est vrai, on a toujours des idées, on a de la compétence et des fois on est un peu long en mise en œuvre. Mais il y a des pôles de compétitivité en France, on va revenir sur le territoire national, ça aide aussi ça. 72, c'est ça Philippe? Ou un peu plus? Si on regarde devant, et surtout en particulier au niveau régional, il reste encore beaucoup à faire, ouais. Ça c'est clair. Il reste beaucoup à faire pour créer ce qu'on appelle des écosystèmes, c'est-à-dire pour créer un environnement qui soit favorable à l'industrie du futur et sur lequel on puisse effectivement aller plus vite. Si on cherche un point de faiblesse de la France par rapport à l'Allemagne, c'est qu'ils ont rassemblé tous les Fab Labs, tous les labos qui permettent de tester les technologies nouvelles et puis de les offrir aux PME, aux ETI pour qu'elles puissent avancer, tester les technologies avant d'investir. Les Allemands ont rassemblé tout ça, fait un réseau de tous ces labs de fabrication avec une structure unique, rassemblante. Nous, on n'a pas ça. Et nos pôles de compétitivité, on en a beaucoup. Et il faut que... Bon, ils sont intégrés dans l'Alliance Industrie du Futur au niveau global. Maintenant, il faut qu'au niveau régional, on en fasse... on les intègre complètement à la démarche de façon à ce que les PME puissent trouver dans chaque région des capacités de tester les technologies. Donc ça demande des investissements. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre ce type de Fab Lab partout en France. Donc il faut créer vraiment un réseau dans lequel les entreprises sachent qu'on va trouver dans tel endroit. À Charleville-Mézières, ils ont investi beaucoup sur la fabrication additive. D'autres labs à Saclay ou à Marseille ont pris d'autres options. Et donc il faut, à mon avis, que tout ça se parle pour on essaie d'éviter la duplication des investissements et que chacune des entreprises puisse savoir, pour mener son projet particulier, où est-ce qu'elle peut trouver de la technologie et du savoir et de la compétence pour pouvoir avancer. Donc voilà. Mais en même temps, il ne faut pas... les pôles de compétitivité constituent ou ont constitué une avancée très importante dans ce type de démarche. Donc il faut essayer de réévaluer ça tout en soutenant les initiatives qui ont été prises sur ces sujets-là. Pour ça que je crois que le niveau régional est vraiment très bon. Il faut que chaque région, compte tenu de son schéma économique régional, repense les moyens de Fab Lab, de formation, d'apprentissage, puisqu'on est parti sur une dynamisation de l'apprentissage. Donc repense effectivement à ça en fonction des compétences et de l'évolution de l'activité économique qu'elle soutient. Donc on a encore beaucoup de travail à faire région par région et au niveau national pour repenser l'industrie de demain. La ligne, elle est fine, hein, parce qu'il faut rationaliser, mutualiser peut-être un peu, mais sans détruire les spécificités. Donc le chemin est pas large. Hein. Oui, donc il faut prendre des options. Donc il faut, à mon avis, effectivement regarder ce dont les entreprises ont besoin, et puis ensuite avoir une approche ensuite soit pilotée par l'ARF, soit pilotée au niveau national, pour essayer de mettre tout ça en réseau, de façon à ne pas dupliquer les investissements. Et je pense qu'on est tous en phase sur le fait que les investissements, c'est de l'argent. Il faut donc d'une certaine façon être économe de notre argent. On a compris que la Normandie était pilote. Est-ce que derrière, vous sentez un mouvement ou est-ce que c'est très très hétérogène au niveau des régions françaises dans ce développement? Non, je pense que le Pass Industrie a été vraiment un élément qui répond aux besoins des régions. Les régions avaient tous des approches de financement très, très différentes. L'avantage du Pass Industrie, qu'est-ce qu'on amène à une région? On amène déjà un projet qualifié techniquement et un dossier structuré selon le besoin de la région. Donc il y a une vraie valeur ajoutée qui s'adapte à chacun des besoins de la région, quelle que soit cette région. Philippe parlait de l'Aquitaine, la Grande Aquitaine, derrière le Grand Est. On a toutes les régions aujourd'hui qui veulent aller vers le Pass Industrie très vite. Donc le mois de septembre, clairement, on va généraliser ce Pass Industrie sur l'ensemble des régions. Il va y avoir une vraie explosion à la rentrée, quoi. On va dire à l'automne, on laisse passer les vacances et puis ça va repartir après. Je pense que ça va aller très très vite. Et surtout, en fait, au niveau des PME et des ETI,
la politique du petit pas, elle est pas mal. On parlait d'intelligence artificielle, mettre dans un site de production une structure d'optimisation de la ligne de production par l'analyse de données. C'est simple à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas, qui a un ROI de moins d'1 an, et avec le support de la région, c'est super. Donc on peut aller très très vite, et puis une fois qu'on a commencé ce processus, on fait monter les équipes en compétences et on va très vite. On avait démarré sur un site à Chalampé, où on était chez Solvay, où on était dans l'Est, où on était parti sur du jumeau numérique assez simple. En finale, on est sur un jumeau numérique complet du produit de l'usine. On a 128 hectares de jumeaux numériques. Aujourd'hui, le patron de l'usine ne fait pas une modification de son produit ou de sa ligne de production sans l'avoir simulé sur le jumeau numérique. Et c'est des éléments dans les régions qui sont effectivement des éléments vitrines qui vont tirer tout le tissu de PMI. Ce qu'il faut, c'est les outils. C'est un premier outil. Ce qu'il faut après, c'est les compétences. Et derrière, effectivement, il va falloir aller vers cette course à l'export qui va être assez intéressante et qu'il ne faut surtout pas louper. Vous êtes optimiste là-dessus, sur la dynamique, c'est parfois lourd à, j'imagine, à porter, à toujours être dans aller de l'avant, quoi. On voit vraiment une accélération au niveau des industriels. Clairement, depuis... Ils ont compris, quoi. Ils ont compris que l'industrie du futur, ce n'était pas quelque chose de complexe, qu'on pouvait y aller, que ce n'était pas quelque chose d'onéreux, au contraire, ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner beaucoup d'argent, ça fait gagner de la part de marché et c'est de la compétitivité. Donc aujourd'hui, il suffit simplement de les accompagner, d'accélérer. Et je pense que vraiment on est à une phase assez charnière où il y a une vraie volonté de l'État, il y a une vraie volonté des régions, des solutions qui sont matures, des syndicats, des fédérations derrière. Et je pense que pour la première fois en France, on a un alignement des planètes. Philippe, toi qui a été président de l'AIF, on voit vraiment un alignement. L'organisation par région, elle permet de focaliser sur les vrais sujets du bassin d'emploi. À Cherbourg, on a du naval, à Brest, on a du naval, à Besançon, on a la Suisse à côté, donc il y a des problématiques totalement... Il y a moins de naval en Suisse. Hein. Il y a moins de naval, mais la Suisse à côté, l'industrie horlogère, etc., qui fait que ça attire la main-d'œuvre vers la Suisse. On pourrait dire la même chose sur l'Alsace, avec l'Allemagne. Et donc les problématiques sont différentes. Donc c'est pas que, quand je parlais de la diversité par région, c'est pas que, a priori, les gens veulent faire différent. Ça veut dire que Nouvelle-Aquitaine, il y a de l'aéronautique beaucoup, et donc c'est une problématique dont le président de région doit tenir compte. En revanche, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est de faire des process de progrès, de prise de conscience qui, eux, sont valables partout. Donc voilà, on essaie d'apporter du soutien pour dire voilà ce que va être l'industrie de l'avenir, l'industrie du futur, voilà comment ça va se faire, voilà quelles sont les solutions techniques qui existent. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, la mise en œuvre de ça dépend de chaque région. Et donc, il faut essayer, devant nous, d'améliorer l'efficacité de tout ce soutien en ayant, dans chaque région, les acteurs locaux qui travaillent ensemble pour essayer d'optimiser la ressource et puis d'aller aussi rechercher et d'être proactif vis-à-vis des entreprises pour les convaincre qu'elles doivent bouger et les intégrer dans ces programmes que chaque région essaie de faire. Alors justement, on en arrive au bout de cette première conférence. Un message aux chefs d'entreprise. Allez, lancez-vous sur, on va dire, 1 minute. Allez, une motivation. Vous avez bien écouté, c'est bien. Donc le message, c'est oui, lancez-vous, pas d'hésitation. Et puis, soyez exigeants vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la région, pour définir ce dont vous avez besoin. Car vous voyez bien que nous, on essaie de porter un projet, et un projet collectif, et clairement, on ne se sent pas propriétaire des solutions. Ouais, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et toutes les dynamiques sont les bienvenues. Absolument. Vincent ? Lancez-vous, mais surtout osez. Osez, les technologies sont là. Passer dans l'industrie sur le 4.0, c'est simple. Ce ne sont pas des gros investissements pour faire le premier pas. Toute cette partie intelligence artificielle au niveau de la data, c'est simple à mettre en œuvre dans un site de production. Les industriels du Gimelec sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Le Pass Industrie, c'est vraiment l'élément qui va permettre
d'aider, de faire la bascule. Et puis effectivement, au niveau de chaque région, en Normandie en particulier, on voit cette capacité à essayer de trouver les compétences, d'apporter les compétences aux industriels. Et ça, c'est un élément très important pour la mise en œuvre. Donc passons à la mise en œuvre. Je pense qu'on a quand même énormément d'éléments en place. On se retrouve l'année prochaine pour faire le bilan de tout ça.